des gens qui vont venir de domaines différents. On va avoir des avocats, on va avoir des spécialistes de la restructuration, on va avoir des financiers. Et tous ces gens-là sont en train de construire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Avec cette association internationale qui crée le Chapter France, on va pouvoir échanger entre professionnels du restructuring et puis on va pouvoir partager des bonnes pratiques. On est vraiment dans une association qui comble un besoin. Je pense qu'on aura du succès, donc on va voir ça dans les jours et mois qui viennent. Et on espère que tout le monde va suivre le mouvement et notamment tous les professionnels du secteur pour faire de cette association une réussite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce second webinaire de TMA France. Et avant de se lancer dans le webinaire avec le président Netter, président du tribunal de commerce de Paris, je voudrais simplement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore tout à fait bien, vous dire deux mots de TMA, TMA dans le monde et TMA en France. TMA est né aux États-Unis il y a un peu plus de 20 ans maintenant. C'est l'association du retournement d'entreprise, Turnaround Management Association. TMA est présente aux États-Unis, donc en Europe, à travers 52 bureaux sur la planète, dont 12 couvrant 12 pays en Europe, bien sûr. TMA réunit en gros 12 000 membres à travers le monde, et ces 12 000 membres figure l'ensemble des métiers et des pratiques du restructuring en Asie, aux États-Unis et en Europe. Un mot sur TMA France en particulier, c'est une nouvelle organisation qui est née il y a 1 an, donc une organisation de la génération Covid. Ça ne nous a pas beaucoup aidé parce que la vocation d'une association, c'est quand même de se rencontrer. Donc pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de présentiel, d'où ces webinaires d'ailleurs. Mais on a l'espoir que dans un proche avenir, on pourra se retrouver, boire un café, boire un verre, tous ensemble. Voilà, aujourd'hui, TMA France, c'est en gros 60 membres qui se sont inscrits déjà et qui se regroupent autour d'un mission statement qui est de fédérer la communauté des professionnels qui sont engagés dans la prévention, dans la préservation et dans le retournement des PME et des ETI, ainsi que des groupes français et internationaux d'ailleurs. Deux mots sur l'actualité de TMA en France. Il y a d'abord 2 nouveaux partenaires qui nous ont rejoints récemment. Devil Management, qui est un spécialiste du management de transition et qui a signé un partenariat de sponsor officiel. Et puis Advancy, qui est un spécialiste du conseil en stratégie, qui nous a rejoint aussi comme sponsor ami. Et je crois que dans ce domaine-là, nous aurons une annonce prochaine à faire. Je voudrais saluer aussi dans l'actualité la nomination au bureau de TMA France de Jean-Pascal Beauchamp, qui représente le cabinet Deloitte. Et puis enfin, vous indiquer la mise en ligne récente, il y a à peine une semaine, de notre nouveau site internet www.tma-france.org ou TMA France d'un coup d'ailleurs, .org, ça marche aussi. Voilà ce qu'il en est pour cette présentation. Et puis maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et de l'actualité avec le président Netter, président du tribunal de commerce. Alors, président Netter, vous avez une bio tellement longue que j'ai été obligé de prendre des notes. Vous avez été diplômé de l'Institut de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit, président ou directeur général d'ailleurs de différentes sociétés de gestion d'actifs au sein du groupe Banque Populaire. Vous avez dirigé la banque privée Saint-Dominique du groupe Natixis et vous avez conduit d'ailleurs la fusion, si je ne dis pas de bêtises, avec la banque privée des caisses d'épargne pour former la banque privée 1818. Vous avez occupé de nombreux mandats au sein de l'Association française pour la gestion, l'AFG. Vous en avez été membre du conseil d'administration et du comité exécutif, d'ailleurs aussi, je crois, président de la commission fiscale. Vous êtes entré au tribunal de commerce en 2009 en qualité de juge à la chambre de contentieux général, puis après ça, vice-président du tribunal à partir de 2017, pour finalement être élu président du tribunal de commerce de Paris en janvier. Enfin, vous avez pris vos fonctions en janvier 2019 et vous avez été réélu en octobre 2019 pour un mandat de 4 ans. Quel parcours!
Et puis aujourd'hui, à mes côtés, pour vous interviewer, j'aurai maître Mylène Bocher-Robinet. Bonjour Mylène, qui est avocate, avocate associée au cabinet Bocher-Dobel, qui est spécialiste dans la restructuration transfrontalière, qui enseigne le droit de la faillite internationale au Master 2 à l'aide de l'Université Lyon 3 et qui est présidente du réseau Women in Restructuring, qui, bien que son nom soit anglais, est un réseau français des femmes des métiers du restructuring. Et puis, nous avons une absente, mais qui va nous rejoindre, j'en suis sûr, très rapidement, qui est maître Julie Cittadini, qui, elle, est avocate associée chez LPA CGR Avocat, qui est responsable de la practice restructuring dans ce cabinet, qui est maître de contrat. Voilà, on en parle pour qu'elle arrive. Bonjour Julie. Donc, je disais, maître Julie Cittadini, c'est en train de présenter, avocate associée chez LPA CGR, responsable de la practice restructuring, maître de conférence à Sciences Po. Et voilà, quant à moi, je suis Stéphane Rousset, je suis directeur général du cabinet SRF Conseil, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement opérationnel des dirigeants d'entreprises en situation de retour. Par ailleurs, le coordinateur national du réseau RTF, Restructuring Task Force. Voilà, les présentations sont faites, les bancs sont ouverts, on peut y aller. Et moi qui poserai la première question, Président, si vous voulez bien, moi ce qui resterait dans un on va démarrer smooth, doucement, et puis on va monter en intensité au fur et à mesure des questions. La première, elle est simple, c'est un regard chiffré des derniers mois de la situation, vu de la fenêtre du tribunal de commerce. Qu'est-ce qui se passe en termes de procédure? Première partie de la question. Deuxième partie de la question, votre point de vue sur l'application des ordonnances de mars et de mai, d'un point de vue des procédures d'une part, et puis d'un point de vue des pratiques d'autre part, notamment la visioconférence. Donc, quelques chiffres pour commencer, s'il vous plaît. Oui, alors chacun sait en fait que en matière de procédure collective, l'année 2020 a été une année pauvre, paradoxalement. Si je reprends les chiffres du tribunal, on a eu 44 procédures de sauvegarde, 241 procédures de redressement judiciaire et 2170 procédures de liquidation judiciaire. En réalité, par rapport aux mêmes chiffres de 2019, c'est respectivement des baisses de 11%, de 39% et de 26%. Donc, c'est des baisses extrêmement significatives. Et si je parle du début de l'année 2021, on est exactement dans cette tendance, c'est-à-dire une baisse de procédures collectives. Ceci dit, et je pense que c'est extrêmement important, il faut voir que si le nombre de procédures a baissé dans les proportions que je viens d'indiquer, le nombre de salariés concernés a, lui, beaucoup augmenté. C'est-à-dire qu'on a moins de procédures, mais on a beaucoup plus de salariés concernés. Si je fais la masse des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, le nombre de salariés concernés a augmenté de 65% d'une année à l'autre. On a baissé en chiffres, comme je l'ai dit, on a augmenté beaucoup en nombre de salariés. Et c'est vrai aussi pour les procédures de liquidation judiciaire, puisque le nombre de salariés concernés a augmenté de 17%. Donc faisons une différence entre le nombre de procédures et le nombre de salariés, ce qui permet aussi d'augurer ce qu'on chiffre progressivement, c'est-à-dire une dégradation de la situation de l'emploi. Alors, on a aussi, en dehors des procédures collectives, bien sûr, les procédures amiables, c'est-à-dire conciliation et mandat ad hoc. Alors là, dans ce cadre-là, les chiffres sont assez différents, c'est-à-dire que le nombre de procédures est stable d'une année à l'autre. Grosso modo, on a eu 281 procédures tout confondues en 2019. On en a 282 en 2020, donc c'est-à-dire une stabilité. Par contre, là encore, deux choses à remarquer. D'abord, une augmentation très sensible du nombre de salariés concernés. On passe de 2000 pour simplifier à 83 000. C'est quand même beaucoup. Ça fait 161% d'augmentation du nombre de salariés. Il y a une redistribution au sein des procédures en faveur de la conciliation. Et ça, chacun comprendra que cette redistribution est due à l'ordonnance du 20 mai qui a donné plus de pouvoir au conciliateur en faveur du débiteur. Donc voilà, sur les chiffres sont encore une fois connus.
mais à analyser avec précaution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a moins de procédures collectives. Certes, il y en a moins, mais encore une fois, en tout cas sur 2000, le nombre de salariés Justement, à propos concernés des est chiffres, plus justement, à important. propos des chiffres, est-ce que cette augmentation substantielle du nombre de salariés dans les procédures amiables que vous évoquiez à l'instant, est-ce que c'est lié à un ou deux très très gros dossiers? Parce que finalement, le nombre des Alors, dossiers n'est pas énorme, mais est-ce que c'est lié à un ou deux très très gros dossiers qui fait basculer la moyenne? Ou est-ce que c'est une observation générale d'entreprises qui sont plus grosses qui viennent en procédure amiable? alors c'est intéressant parce que c'est les deux côtés en réalité. D'abord, il y a eu des entreprises plus grosses, des entreprises qu'on n'attendait pas, hein, je veux dire, pour dire le clair. Alors, je donne pas de nom parce qu'on est en procédure amiable et c'est censé être confidentiel. Mais il y a des très grosses entreprises qui sont venues, qu'on n'imaginait pas un jour venir en procédure amiable. Donc là, on va tout de suite vers plusieurs dizaines de milliers de salariés. Donc évidemment, ça remonte la moyenne. Mais si je regarde la population de la fin de l'année 2020 et du début de l'année 21, on mord aussi de l'autre côté. C'est-à-dire, on va plus vers les ETI et les PME. Il y a plus disons, le mécanisme de la prévention est mieux connu, probablement, peut-être à cause des ordonnances du 20 mai, et on a plus d'entreprises moyennes qui viennent qu'auparavant. Donc, on s'élargit des deux côtés, si vous voulez. C'est ça qui s'est passé, c'est ça qui se passe aujourd'hui en ce moment. Voilà. Ce qui explique donc les chiffres aussi. D'accord. Alors, Un mot, je peux vous... un mot sur les effets des ordonnances de mars et de mai, aussi bien d'un point de vue des pratiques que des Ouais. pratiques de procédure, que des pratiques professionnelles, visioconférence et autres. Oui, alors, oui, c'est ça. Il y a deux choses, en fait, il faut bien distinguer. Il y a ce que j'appelle les outils procéduraux, c'est-à-dire notamment la visioconférence, mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi la procédure sans audience. Il y a aussi le fait d'imposer le fait que on a pu, il n'y aura pas d'audience à 3 juges, mais il y aura que des audiences à un juge, etc., etc. Alors, en ce qui concerne les outils procéduraux, euh, la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils étaient indispensables. Ils sont venus très vite, puisque c'est une ordonnance du 27 mars, mais ils étaient indispensables. C'est-à-dire que là, nous, on avait clairement conscience il fallait travailler, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être fermé au moment où l'économie, c'est-à-dire nos clients, finalement les entreprises, allaient affronter une conjoncture que personne ne maîtrisait, que personne n'avait pensé. Donc, on dit on fait des audiences, mais des audiences, je vous rappelle, c'était le premier confinement, on pouvait pas sortir de chez soi. Donc la seule chose qu'on a pu faire, c'est les visioconférences. On a commencé très tôt, c'est-à-dire on a commencé le 1er avril avec des outils sécurisés puisqu'on est en procédure collective. Et c'est ça donc qui s'est passé. Donc les outils procéduraux, bravo, c'était nécessaire et c'est comme ça qu'on a pu correctement travailler. On a fait environ 70 à 80 audiences de procédure collective, ce qui veut dire, comme par audience, vous avez plusieurs dizaines de dossiers. Donc, on a pu traiter beaucoup de procédures collectives comme ça. On en a fait autant ou pas loin en contentieux, puisqu'on a fait près de 300 audiences de contentieux. Mais ça a commencé 15 jours après. Voilà. Donc, les outils procéduraux, c'était indispensable pour continuer à travailler. Alors ensuite, il y a les outils qui ont été mis en œuvre, qui touchent à la fois les délais et qui touchent aussi les pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus sur les outils qui touchent les délais, c'est évidemment des outils qui sont adaptés à une situation exceptionnelle. Hein, et donc, moi, je pense que s'ils étaient nécessaires, je suis pas sûr qu'il faille les pérenniser parce que ça me paraît pas nécessaire non plus. Mais outils exceptionnels adaptés à une situation exceptionnelle. Alors sur les pouvoirs, c'est un petit peu différent parce que le pouvoir peut-être le plus spectaculaire, ça a été en matière de procédure amiable où on a permis aux conciliateurs de suspendre des procédures d'exécution, etc., etc., et de reporter des dettes, enfin de façon spectaculaire. Là, je dis aussi que bon, c'est des outils qui peuvent être utiles à l'instant T, mais il faut être très attentif, par contre, à ne pas dénaturer
les procédures amiables. Les procédures amiables, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens sont là parce qu'ils veulent bien être là. Ils négocient parce qu'ils veulent bien négocier. Le jour où ils ont le sentiment que rentrer dans une négociation, ça les amène à rentrer dans un piège, peut-être y aura-t-il moins de candidats à la négociation. Et donc, moi, j'attire l'attention sur ce point-là. Globalement, ça se passe bien, ceci dit, et ça a permis, comme je l'ai dit, un essor important de la conciliation fin 2020 et ça continue en 2021 parce que notre activité en matière de procédure amiable depuis le début de l'année a très considérablement augmenté. En réalité. Voilà sur ces deux points. Merci, Merci. merci, Monsieur le Peut-être Président. On va passer. un Pardon, point vas-y. pour rebondir justement sur ces mesures, ces mesures de suspension, hein, les fameuses mesures de l'article 2 de l'ordonnance. Alors, effectivement, vous le disiez, Monsieur le Président, ça a favorisé l'attraction de la procédure de conciliation. Mais est-ce qu'on arrive à avoir un recul sur leur objectif de faciliter l'accord, la recherche et la conclusion d'un accord amiable, parce qu'effectivement, l'objectif, c'est de favoriser la sortie de conciliation réussie avec un accord amiable. Est-ce que ça, déjà, on arrive à mesurer l'impact en termes de succès des conciliations? Ou est-ce que c'est encore trop tôt? C'est un peu tôt, si vous voulez. Vous donnez plus de pouvoir au conciliateur, ça lui permet de faire un peu plus de choses. Donc, au départ, ce sera probablement mieux. Non, ma crainte, elle est plus à terme, si vous voulez. C'est-à-dire de dire les gens, que les acteurs disent, moi, je viens pas parce que si c'est venir pour me faire tordre le bras au-delà de ce qui est admissible, je viendrai pas. Donc c'est ça dont j'ai un petit peu peur, si vous voulez. Mais on verra. Ce n'est qu'une angoisse qui est pour l'instant non confirmée. Voilà. Point. Est-ce que ça a facilité faire la part de la mesure et faire la part du contexte, c'est difficile. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a bien conscience que la situation est très particulière. Voilà. Est-ce que vous ne voyez pas, on vient d'évoquer les mécanismes exceptionnels, temporaires, suspension Covid, conciliation prolongée, mais également les outils procéduraux, tels que la tenue justement des visioconférences. Est-ce que ces mesures prises exceptionnelles ne présenteraient pas une situation de certaines pratiques qui étaient pérennisées dans le temps? Ah oui, on a des problèmes de son, mais j'ai compris la question, je crois. Oui, alors les visioconférences, ma réponse est en deux parties en réalité. Il est clair que l'audience, pour moi, est une étape essentielle de la justice en réalité. C'est-à-dire d'avoir les personnes en face de vous, de se rencontrer. C'est-à-dire il y a un lieu de justice et le lieu, autant que possible, doit être un lieu physique. C'est bien de voir les justiciables, c'est bien de voir les avocats, c'est bien de les avoir en face de soi et surtout en procédure collective d'ailleurs qui a un côté, vous le savez bien, je veux dire très humain aussi, des humains qu'on perd évidemment quand on se voit à travers un écran. Donc ça c'est le premier point. Donc moi je dis l'audience c'est physique, point. Maintenant, c'est physique quand on peut. Quand on peut pas, on est très heureux d'avoir une visioconférence. Et personnellement, moi j'ai expérimenté, parce que j'ai fait ce qu'on appelle des référés cabinets sur des affaires importantes. C'est quelque chose qui marche. Je veux dire, on peut tenir une audience en visioconférence. Chacun peut s'exprimer. Le juge peut poser les questions qu'il souhaite. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne et je ne crois pas un seul instant qu'une audience tenue en visioconférence et une audience tenue en physique auraient des résultats différents. Je pense que les deux ont le même résultat. Donc, vive la présence physique, mais néanmoins,
la visioconférence a beaucoup d'intérêt et elle pourrait être adaptée, selon moi, soit à des procédures particulières. Alors, si je parle des procédures collectives, par exemple, je peux parler des contestations de créances. Alors, vous savez que des contestations de créances, c'est des contestations, des audiences au cours desquelles on examine des dizaines de créances, et donc ça va assez vite, et les personnes viennent, le créancier vient, et il défend son point de vue. En général, ça dure 5 et dans le meilleur des cas 10 minutes, si vous voulez. Et la personne, elle a fait peut-être 2 heures de trajet pour parler comme ça. Donc, avoir et permettre que des visioconférences puissent être utilisées pour des contestations de créances, enfin, ce type d'audience, ça me paraît très souhaitable. Et puis, il y a aussi certaines périodes. Moi, je trouve que autoriser la visioconférence pendant les périodes de vacations judiciaires, c'est-à-dire pendant l'été, par exemple, après tout, pourquoi pas? Ça peut faciliter aussi la tenue de ces audiences et à mon avis, sans dommage. Donc, je pense que il y a évidemment une réflexion dont j'ai déjà que j'ai déjà souvent évoqué avec le directeur des affaires civiles et du Sceau. Et pour dire, voilà, je pense qu'il faudrait garder et pérenniser la visioconférence dans certains cas. Ne pas en faire une règle générale, indiscutablement, mais l'autoriser dans certains cas. L'extrême, dans mon esprit, ce serait si tout le monde est d'accord pour faire une visioconférence. Là aussi, après tout, pourquoi pas ne pas le faire à ce moment-là. Voilà, bon, donc, garder quelque chose, indiscutablement, mais c'est comme l'alcool, si vous voulez, c'est à boire avec modération. Merci. Président. Merci. On va passer à un sujet que vous adorez, je le sais, qui est métier. Et qui quand même est un sujet d'actualité, qui est un vrai sujet d'actualité, en récente d'ailleurs, qui est celui des reprises à la barre par les dirigeants. Et à cet égard, je crois que Mylène avait une question. Oui, alors effectivement, on parlait des ordonnances Covid. Il y a un autre article de l'ordonnance du 20 mai, c'est l'article 7, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a suscité beaucoup de débats. C'est la possibilité donnée à l'administrateur et au débiteur d'introduire cette requête aux fins d'autoriser le dirigeant à déposer une offre de reprise. Alors, ce n'est pas une extrême nouveauté, hein, puisque l'on connaissait déjà cette dérogation à l'interdiction de principe qui était faite aux dirigeants, mais sur requête du ministère public. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? Est-ce que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Est-ce qu'il y a un effet symbolique derrière, un message à passer aux dirigeants? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors, je rappellerai, bien sûr, je vais vous donner mon avis, mais je rappellerai une chose d'abord, c'est que le juge est fait pour appliquer la loi. Donc, la loi, enfin, sous forme d'ordonnance, elle est celle-là, on autorise la reprise, effectivement, dans les conditions que vous avez indiquées. Donc, que je sois d'accord ou pas d'accord, mon rôle est d'appliquer quand même ce texte et éventuellement, effectivement, de faire droit à cette reprise par certains dirigeants. Deuxième point que je soulignerai, c'est le contexte. On est dans un cas où il peut arriver que des entreprises viennent soit en difficulté et pas du tout par suite d'une faute de gestion, simplement parce que le contexte est ce qu'il est et que soudain l'entreprise n'a plus de clients. Et elle n'a plus de clients, c'est pas parce qu'elle est mal gérée, c'est que le contexte fait qu'elle a plus de clients. Donc on peut comprendre la genèse de cette mesure. Troisième remarque, c'est qu'il est toujours difficile d'avoir dans une discussion des arguments qui sont pas du tout du même ordre. C'est-à-dire d'un côté, en l'occurrence, des arguments moraux, qui consistent à dire c'est pas normal que le dirigeant qui a mal géré sa boîte ou qui a généré beaucoup de dettes puisse effacer tout ça avec l'ardoise magique, licencier des salariés à recommencer, donc ça c'est assez moral, et des arguments économiques qui peuvent se résumer ainsi. Si vous avez un seul repreneur et que c'est le dirigeant et qui reprend par exemple 500 salariés sur 1000, c'est assez difficile d'expliquer aux 500 salariés qui sont repris que pour la moralité des affaires, ils vont se retrouver au chômage. Donc voilà, donc j'aborde cela avec encore une fois avec la réserve que c'est la loi, donc je suis censé l'appliquer, et le fait que au-delà des discussions, je dirais sur les grands principes moraux, ça, dans bien des cas, ça a une approche très pratique.
Et ça se traduit par l'emploi ou la perte d'emploi d'un certain nombre de gens. Donc, il faut mesurer, me semble-t-il, et prendre du recul par rapport à ça. Alors, on a eu au tribunal de commerce, oui, en disant, il y a votre question qui dit une tempête dans un verre d'eau. Oui, assez, parce que d'abord, si ma mémoire est bonne, ces dispositions n'ont plus cours aujourd'hui, elles se sont arrêtées à la fin de l'année. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, il y en a une ou deux qui ont défrayé la chronique parce que il y a eu l'ardoise magique, parce que on a licencié beaucoup de gens, on a fermé beaucoup de points de vente. En l'occurrence, je crois que dans ce cas-là, il y avait qu'un seul repreneur. Donc, voilà. Chez nous, on a eu un cas et on y a fait droit d'ailleurs. Il n'était pas le seul, mais on y a fait droit parce que c'était pas une faute du dirigeant, ça a été le contexte. Et puis il venait avec une newco et il mettait un peu d'argent dans la newco. Il avait cherché d'autres investisseurs. Et en plus, c'est dans un secteur où où le facteur personnel est important. Et donc, on a considéré que c'était la meilleure solution. Et accessoirement, il reprenait quasiment tous les salariés. Donc voilà. Donc on a appliqué le texte et on l'a appliqué sans, je dirais, sans regret et sans amertume. Voilà. Bien, merci. Oui, c'était effectivement le cas que vous évoquiez, c'était Alinéa. Alinéa, la reprise par son dirigeant, a fait largement écho dans la presse, avec effectivement cet éternel arbitrage économie versus morale. On passe sur un tout autre sujet concernant un peu la vague des faillites annoncées. Mylène, Ah oui. tu voulais peut-être... Oui, alors effectivement, merci Julie, certains prédisent une vague de faillite pour 2021, sachant qu'elle était déjà annoncée à l'automne 2020. Personne n'a la boule de cristal, évidemment. Néanmoins, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la façon dont le tribunal de commerce peut anticiper cet éventuel afflux de procédures? Est-ce qu'il y a des moyens mis en œuvre? Enfin, vous aviez parlé déjà de l'expérience visioconférence. Peut-être que ça peut effectivement se reproduire voilà, avec les acquis de l'expérience. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce sujet? Bien sûr. Alors, sur la vague de faillite, un mot. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, je ne fais pas de prévision, d'abord parce que je considère que ce n'est pas mon rôle. Et j'ai d'ailleurs remarqué que c'est un emploi où on ne manque jamais de candidats. Donc, je vais pas grossir la foule de ceux qui, effectivement, avoir prédit des catastrophes à la rentrée dernière, la prédisent maintenant pour Pâques. Je me contenterai de faire deux remarques. C'est d'abord les données de la reprise, tout le monde les connaît. C'est d'abord la vaccination. Est-ce qu'effectivement elle est efficace? Est-ce qu'on va retrouver un mode de vie plus conforme à nos habitudes? Et dans quel délai? Et le deuxièmement, c'est est-ce qu'une fois qu'on a retrouvé cela, est-ce que la consommation va repartir? Est-ce que les gens vont dépenser ce qu'ils ont économisé, ce qu'ils économisent actuellement? Autrement dit, est-ce que l'activité va reprendre? Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, on le sait aussi, mais il est inverse, c'est il y a quand même une limite, quoi qu'on dise, au quoi qu'il en coûte. On voit bien qu'on ne peut pas vivre indéfiniment avec l'argent magique. Là, c'est plus l'ardoise magique, ce sera dans un deuxième temps, mais l'argent magique qu'on distribue en permanence. Donc, on voit bien que il y a un moment où ça peut aller très mal, quoi. Ça peut aller très mal. Donc, est-ce que les données de la reprise vont être suffisantes pour permettre d'avoir une année 2021 qui ne ressemble pas à l'année 2020? Je ne peux que le souhaiter, sans bien sûr pouvoir quoi que ce soit dans ce domaine-là. Alors, mon rôle en réalité, c'est effectivement vous poser la question qu'est-ce que je peux faire comme juridiction? En tant que juridiction, c'est sûr que c'est pas une entreprise, si vous voulez. Mon personnel est fixe.
Et je peux pas le changer comme ça, je peux pas embaucher des gens, c'est ainsi que ça fonctionne, on a un nombre limité de juges et je peux pas, comme ça se fait dans certains cas dans la magistrature, je peux pas rappeler des juges à la retraite, ça ne se fait pas. Donc ma seule façon de voir, c'est effectivement de pouvoir arbitrer entre mes ressources, c'est-à-dire soudain d'affecter moins de juges au contentieux et d'en affecter plus en procédure collective. À partir de là, aujourd'hui, on peut utiliser les visioconférences. On peut utiliser jusqu'à la fin, a priori, de l'état d'urgence sanitaire. Alors, je ne sais pas si c'est complètement voté, mais il était question de faire que l'état d'urgence sanitaire aille jusqu'au début du mois de juin, au 1er juin. Donc, voilà. Il est sûr que s'il y avait une vraie difficulté, je pense qu'on trouverait les moyens de faciliter les visios, etc., etc. Je suis pas très inquiet sur le fait de pouvoir faire face à tout ça. Ce qui m'inquiète plus, c'est la prévention, parce que la prévention augmente, je l'ai dit, beaucoup depuis le début de l'année. Et là, il est possible que j'ai à mettre plusieurs juges en ligne. Aujourd'hui, il y en a 2 qui arrivent à faire face. Il est possible que j'ai à donner et à affecter plus de moyens. Mais je suis dans un système à vase clos, si vous voulez, où, encore une fois, c'est un problème d'arbitrage de ressources et je ne peux pas augmenter mes ressources à l'instant T. Voilà pour... voilà. Dans ce contexte justement d'afflux éventuel de vagues de faillite, quelles seraient vos préconisations aux chefs d'entreprise, par exemple, votre regard sur les cellules de prévention qu'on a pu mettre en place au TC, et des préconisations comme peut-être pas consommer toutes les aides ou le PGE et que les dirigeants ne se réveillent peut-être pas trop tard? Oui, alors, je crois que pas consommer le PGE, tous ceux qui pouvaient ne pas le faire, ils l'ont fait, si vous voulez, ils l'ont mis de côté. Les entreprises qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est celles qui ont consommé le PGE. Et qui sont effectivement dans une certaine difficulté. On dit, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais on disait voilà, il y a 150 à 160 milliards qui avaient été distribués et qu'il y a un tiers des PGE qui ont été consommés. Alors je sais pas si c'est des statistiques exactes. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a 50 milliards ont été consommés. Et que ceux qui les ont consommés sont peut-être dans des situations un peu plus difficiles, évidemment. Et donc, ça veut dire 45 milliards de risques pour l'État et 5 milliards pour les banques. Voilà, puisque compte tenu de ce que vous connaissez. Voilà. Alors, maintenant, les préconisations, elles n'ont pas changé avec la crise, hein, c'est une évidence. Je demande au chef d'entreprise de prendre l'initiative de venir au tribunal. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Vous savez très bien qu'en procédure collective, et notamment si vous êtes en cessation de paiement, vous êtes obligé de venir. En réalité, si vous ne le faites pas, dans les 45 jours, vous engagez votre responsabilité. Personne ne vous oblige à venir en prévention. Personne. Personne ne vous oblige à engager un processus de conciliation ou de mandat ad hoc. Par contre, il faut le faire. Il faut le faire parce que le taux de réussite des procédures préventives, conciliation, mandat ad hoc, est beaucoup plus élevé que les redressements judiciaires, évidemment que les liquidations. Donc, mais ça suppose une démarche et une démarche spontanée et qui vient de lui, du chef d'entreprise. Alors, je peux imaginer aussi que dire on va au tribunal, c'est pas très engageant parce que le tribunal, finalement, c'est un endroit où vous n'allez pas forcément au week-end. Je veux dire, ça n'a pas une image de marque forcément très attrayante, mais néanmoins, il faut savoir que le tribunal de commerce, c'est un endroit où siègent des gens qui ont été dans l'entreprise, certains ont été chefs d'entreprise, beaucoup d'entre eux d'ailleurs. D'autres ont été des créateurs d'entreprises. Et donc, on sait ce que c'est que l'entreprise, on sait aussi ce que c'est les difficultés. Et notre but, et ce faisant, on se conforme d'ailleurs au demeurant au texte, c'est de faire que le plus possible l'entreprise ait un avenir. Mais pour que l'entreprise ait un avenir, il faut qu'elle ait conservé quelques ressources. Si l'entreprise arrive avec plus rien dans la caisse, elle a plus d'avenir crédible. Et malheureusement, dans ce cas-là, le tribunal ne peut faire qu'une chose,
c'est la liquider, soit dans le cas d'un plan de cession si possible, sinon c'est dans la vente des actifs. Donc, moi je dis aux chefs d'entreprise, ayez ce mouvement, venez au tribunal, c'est là, venez vous mettre sous la protection du tribunal. Le tribunal est une institution qui vous protège dans ce cadre-là. Il vous protège de vos créanciers, il vous donne du temps, il vous permet de mieux réfléchir et en plus vous vous assurez la collaboration d'auxiliaires de justice, qu'ils soient mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires, sous forme de conciliateurs ou de mandataires ad hoc, qui sont des grands professionnels qui ont l'habitude de discuter avec les créanciers et vous allez trouver là des ressources que vous n'avez pas dans la vie courante. Voilà, et j'engage aussi beaucoup, bien sûr, les experts comptables à faire savoir ce genre de choses. Les avocats, en général, ils savent. En tout cas, ceux qui connaissent un peu les procédures collectives, ils savent très bien que ceci existe. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir ce mouvement-là, venir se mettre sous la protection du tribunal quand on envisage que les difficultés vont devenir très hautes et presque insurmontables. À ce moment-là, il faut trouver d'autres solutions et la solution, c'est la négociation. Voilà. Écoutez, on va faire un montage vidéo et cette déclaration que vous venez de faire sur la prévention, on va la passer en boucle sur le site internet de TMA France. Oui, mais voilà. je trouve que ce serait très bien parce que franchement, c'est un message extrêmement important parce que chef d'entreprise, vous êtes optimiste, vous le savez bien. Si vous l'étiez pas, vous feriez pas ce métier, c'est une évidence. Donc, quand vous êtes optimiste, vous êtes toujours dans l'idée de dire je vais m'en sortir demain. Enfin, je vais trouver des solutions demain. Il y a des moments où il faut dire non, j'ai besoin d'aide pour m'en sortir. C'est ça aussi qui est difficile. C'est de dire j'ai besoin d'aide. Voilà. Merci de ce témoignage, Président. On est de la procédure qui s'applique en France. On va parler, si vous voulez bien, un petit peu des procédures internationales et des restructurations transfrontalières. Je rappelle à cet égard que d'ailleurs, c'est la vocation de TMA en France, c'est en participant au réseau TMA à travers le monde, c'est précisément de créer le lien entre toutes ces familles à travers le monde, d'experts du restructuring. Donc, c'est un réseau qui a plus de 20 ans. Je le disais tout à l'heure, présent aux États-Unis, présent en Asie, présent en Europe. C'est le principal réseau international des professionnels du restructuring. Et au-delà du networking, le réseau TMA s'ambitionne d'être le référent sur l'évolution des pratiques en France, en Europe et plus largement à l'international. C'est le sujet qu'on va aborder maintenant. Je voudrais juste, à titre d'exemple, mentionner le fait qu'en 2019, TMA a organisé plus de 450 événements à travers le monde, dont plus d'une centaine en Europe. Voilà. Et donc, je vous propose de passer à la partie internationale de cette interview, si vous voulez bien, Président. Et je vais laisser la parole à Mylène pour cette première question. Merci. Oui, Président, le tribunal de commerce de Paris a créé, alors ce n'est pas nouveau, mais a créé une chambre internationale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur son rôle et puis nous dire s'il y a eu des utilisations de cette chambre pour des procédures de prévention ou collectives, ou sinon quels sont les ponts qu'on pourrait créer justement pour les restructurations transfrontalières? Oui, alors il y a effectivement une chambre internationale qui a été créée, mais il y a déjà pas mal d'années puisque je crois qu'elle a été créée en 95, donc ça fait déjà un petit peu de temps. Et mais en réalité, cette chambre internationale s'occupe de contentieux. C'est-à-dire, vous savez, dans ce tribunal, vous avez deux grandes activités. Vous avez le contentieux général, c'est-à-dire régler les litiges entre les entreprises, contentieux qui est dans certains cas spécialisé, comme le droit de la concurrence, le droit bancaire, etc., etc. Et puis, vous avez les procédures collectives. Grosso modo, 2/3 des juges sont affectés au contentieux et 1/3 aux procédures collectives. Alors, la Chambre internationale est une chambre de contentieux. Le changement qui est intervenu en réalité, c'est il y a 3 ans, oui c'est ça, il y a 3 ans, en 2018, dans la perspective du Brexit,
où on a dit, bah oui, s'il y a Brexit, il y aura la fin de l'exéquatur des décisions anglaises, donc c'est peut-être l'opportunité pour la place de Paris de prendre une place qu'elle n'a pas dans le contentieux international. Et la traduction, ça a été la création de la Chambre internationale à la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire, dans les faits, la création d'une ligne de juridiction dévouée et consacrée aux litiges internationaux. Et ce qui a été, alors bon, très bien, mais ça suffisait pas. Et on a donc créé des outils procéduraux qui sont adaptés au traitement des litiges internationaux, notamment le fait d'accepter des pièces en anglais, d'accepter des plaidoiries en anglais, d'accepter que les audiences puissent se dérouler en anglais ou dans certains cas dans une autre langue, et avec des procédures qui se rapprochent de ce qui se fait dans certains cas dans les juridictions anglo-saxonnes, c'est-à-dire l'audition d'experts, et ce qu'on appelle le cross-examination, c'est-à-dire l'interrogation des témoins et des experts pour la manifestation de la vérité. Alors, ceci, vous l'aurez compris, est un effort qui est envisagé dans le temps moyen, voire dans le temps long, mais c'est extrêmement important. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'application, je le dis très clairement, il n'y a pas d'application en ce qui concerne les procédures collectives. Et je pense que c'est quelque chose qui manque et que l'on devrait, effectivement, et moi je l'ai dit déjà à la chancellerie, on devrait avoir la même chose s'agissant des procédures collectives, c'est-à-dire une chambre où on peut s'exprimer dans une langue étrangère, où on peut amener des pièces dans une langue étrangère, etc., etc. Alors c'est pas exactement la même chose que le contentieux, tout le monde le sait, mais ça peut faciliter. D'autant que je crois que le fait que les juges des tribunaux de commerce soient des anciens professionnels de l'entreprise est extrêmement important pour la compréhension des sujets. On a des juges de tous horizons professionnels et encore une fois, je crois que c'est important. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de chambre spécialisée, ça n'empêche pas, en revanche, qu'on a eu à traiter effectivement des restructurations ou des problématiques transfrontalières, que ce soit au sein de l'Europe, avec des pays continentaux ou l'Angleterre, et de même qu'on a eu des relations aussi beaucoup avec les États-Unis. L'idée, ce qu'on a retrouvé assez fréquemment, c'était, et la problématique qu'on rencontrait assez souvent, en tout cas en prévention, c'était de faire reconnaître, par exemple par les juridictions américaines, que l'ouverture d'une conciliation ne s'assimilait pas à un cas de défaut. Un cas de défaut qui aurait pu mettre en cause des financements qui avaient été précédemment accordés à l'entreprise. Donc, on a de ce point de vue-là, effectivement, quelques progrès à faire pour, je pense, être peut-être plus attractifs que nous le sommes en matière de procédure collective. Voilà. Mais sinon, encore une fois, on a eu à traiter souvent des procédures internationales. C'est quelque chose qui fonctionne. On arrive assez bien. Après, il y aura le problème d'application de la directive pour savoir, la directive d'insolvabilité que tout le monde connaît, qui va être transposée cette année par les pouvoirs publics français, pour savoir comment elle va être transposée et si c'est une étape dans la constitution d'un droit européen des procédures collectives. C'est encore un autre sujet. On va y venir Voilà. justement dans un instant. La transition est toute faite. Mais Très bonne avant de- transition. Habile, hein. Avant de poursuivre, on va y venir justement, et je sais que Julie a une question pour vous à cet égard, mais juste avant de poursuivre, je voudrais indiquer à tous ceux qui nous écoutent que bien évidemment, vous pouvez poser des questions sur le chat, questions qui seront traitées à la fin de l'intervention de Monsieur Netter. Donc vous n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on les synthétisera et puis on pourra les évoquer avec le président Netter à la fin de notre discussion. Donc Julie, qu'en est-il? Oui, Président. Donc, du coup, effectivement, la directive que vous évoquiez du 20 juin 2019, dont la transposition n'est pas du tout aboutie, elle comporte effectivement 3 volets majeurs. Le cadre de restructuration préventive,
la remise de dette et la déchéance des titres, et aussi les mesures destinées à améliorer l'efficacité de ces procédures. Mais compte tenu de l'absence aujourd'hui, enfin de l'absence de cette transposition en cours à ce stade, on ne peut qu'en aborder finalement les principaux axes, et notamment ce point des futures classes de créanciers et l'influence qu'on peut anticiper sur nos régimes de prévention qui sont déjà quand même efficaces dans le cadre de cette directive. Alors oui, en réalité, si on prend le problème d'ACO, on a deux axes, si vous voulez, dans l'application de la directive, où on dit on fait une application assez lourde et on la transpose assez fortement parce qu'elle est assez souple dans le mode de transposition. On peut la transposer beaucoup, on peut la transposer pas beaucoup en réalité. Donc on la transpose de façon assez générale. Et là, on voit bien qu'on rentre dans un espace de droit européen probablement plus aisé en termes de procédure collective, en tout cas plus aisé en termes de communication, mais avec qu'est-ce qu'on abîme et qu'est-ce qu'on change dans notre propre législation. Et l'autre voie, c'est l'application à minima, qui préserve en réalité la stabilité d'un système qui aujourd'hui fonctionne et qui globalement est accepté. Voilà. Donc c'est les deux grands axes. Alors maintenant vous posez la question des classes de créanciers, et les classes de créanciers, ça se pose exactement dans les termes que je viens d'indiquer, c'est-à-dire est-ce qu'on dit il y aura des classes de créanciers tout le temps, ou est-ce qu'on dit non, on va réserver ça pour les grosses sociétés. Et à ce moment-là, vous avez le problème du seuil. Vous dites, ah oui, très bien, mais grosse société, c'est quoi, etc., etc. Donc, il est évident que chacun connaît la hiérarchie des entreprises en France, enfin, la distribution plus exactement des entreprises en France. Vous avez globalement 2 350 000 entreprises, je le rappelle. Et là-dessus, vous avez un peu plus de 27 000 entreprises qui ont plus de 50 salariés. Donc, ça fait 1,16%, c'est pas beaucoup. Et voilà, donc, il est évident que vous allez monter des classes de créanciers pour toute la population des entreprises susceptibles d'être en procédure collective, et dont la plupart auront peu de salariés, et donc dont ont une activité relativement faible. C'est un peu absurde. Donc, quel seuil on fixe? Il y a eu un moment, les pouvoirs publics ont pensé utiliser le seuil qui avait été fixé pour les tribunaux de commerce spécialisés. Vous savez, c'est-à-dire, vous aviez de mémoire, il fallait 250 salariés et 20 millions de chiffre d'affaires, c'est des conditions cumulatives, ou alors il fallait 40 millions de chiffre d'affaires. Mais si on fait ça, on aura très peu de classes de créanciers, c'est une certitude. Voilà. Donc il y a un vrai choix qui est à faire par les pouvoirs publics, qui consiste à dire est-ce qu'on est plus européen ou est-ce qu'on est plus pragmatique. Et dans ce cas-là, on va faire un seuil assez élevé, mais donc il y aura d'application relativement faible. Voilà. Sur cette question en particulier du seuil, l'application au plus gros dossiers, c'est aussi pour éviter un risque d'encombrement des tribunaux, si ces seuils étaient trop bas. Je dirais, c'est peut-être moins le problème de l'encombrement des tribunaux que le problème de l'utilité, en réalité, si vous voulez. Pour des volumes de créances qui seront relativement faibles, en valeur absolue, en tout cas, monter des classes de créanciers, etc., l'utilité va être relativement marginale. Donc, ce serait réservé à des entreprises dont l'activité, et puis finalement le volume de dette serait suffisamment significatif pour qu'on puisse utilement mettre en place cette idée de classe de créanciers. Mais encore une fois, je veux dire, j'en reviens à la distribution de la population d'entreprises en France. On n'a pas beaucoup d'entreprises importantes. Hein. Encore une fois, avec quelques pourcents d'entreprises de plus de 50 salariés, bon, voilà, je veux dire. Donc, alors, bon,
Point. Je suis pas, c'est pas moi qui fixerai le seuil, hein, mais on voit bien les bornes, hein, si vous voulez, hein, c'est-à-dire un peu plus Fixerait le d'Europe seuil. ou un peu moins. C'est pas vous qui Pardon? fixerez le seuil. On voit bien qu'il y a des latitudes possibles dans la mise en œuvre des dispositions de la directive. Ah oui, Et, ah oui. et justement, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi doit-on s'attendre, selon vous, étant entendu que c'est pas vous nécessairement qui déterminez la chose, mais à quoi doit-on Non, mais s'attendre? À une réforme en profondeur, à une réforme en profondeur, ou au contraire à quelque chose d'assez light, ou alors encore, troisième solution, se donner le temps de la progressivité. oui, j'imagine, la profondeur, j'y crois pas aujourd'hui. J'y crois pas. Puis en plus, ça me paraît pas être un contexte idéal pour aller réformer en profondeur aujourd'hui. Donc moi, je pense plutôt, si vous voulez, si je suis dans le rang des décideurs de ce point de vue-là, je crois que j'opterais pour plus de prudence, c'est-à-dire une solution plus prudente, c'est-à-dire une transposition pour l'instant assez light, quitte à voir aussi un peu peut-être ensuite poursuivre et descendre peut-être les seuils si ça fonctionne bien. Mais je pense qu'aujourd'hui je sens pas la réforme en profondeur, si vous voulez. C'est pas quelque chose que je sens parce qu'en plus il y a l'idée en fait que tout le monde connaît qui est de dire tout ça, en réalité, ça va passer par un renforcement des droits des créanciers. Donc voilà, je pense pas que ce soit une idée à la mode en ce moment. C'est peut-être une intuition que j'ai, mais je suis pas sûr. Voilà. Il nous reste, merci. Il nous reste Suscite les encore débats. quelques minutes maintenant. Je voudrais qu'on en vienne, puisqu'on est dans l'international, à un sujet d'actualité aussi, qui est celui du Brexit. Et alors là, Ouais. Mylène, on a une spécialiste avec nous sur le plateau, parce que Mylène est vraiment dans son domaine. Et donc on s'interrogeait sur les impacts du Brexit au regard des procédures. Mylène, dis-nous. Oui, Ouais. je peux aussi effectivement parler du Brexit aujourd'hui, de ses impacts. Vous en avez déjà parlé pour l'origine de la création de la Chambre internationale, mais finalement, l'impact arrive seulement maintenant, puisqu'on on a fini la période transitoire au 31 décembre dernier, et le règlement insolvabilité, les autres règlements européens qui peuvent aussi s'appliquer en matière de procédures transfrontalières, ne sont plus applicables pour toutes les procédures qui vont commencer à s'ouvrir à partir de ce 1er janvier 2021. Donc voilà, quel est pour vous l'impact, le véritable impact de ce Brexit qui commence maintenant pour nos restructurations transfrontalières? Et puis effectivement, est-ce que on sait que nous avons une reconnaissance de procédures de conciliation en Angleterre. Alors maintenant, sur le fondement d'un modèle, de la model law, de la loi Knudsi, c'est une grande première pour la France et du tribunal de commerce de Paris. Donc sans doute un texte qui peut rassurer les professionnels comme outil de reconnaissance en Angleterre de nos procédures de conciliation et évidemment plus largement de nos procédures d'insolvabilité. Donc voilà, pour vous, quel impact de ce Brexit? Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en plus, c'est la première fois qu'on a eu effectivement cette reconnaissance, à ma connaissance en tout cas, d'une procédure de conciliation par les Anglais et alors qu'on l'avait eu déjà je l'ai dit, du côté américain. Donc je trouve que c'est bien, ça augure plutôt bien et ça augure le fait qu'il y aura probablement une approche assez pragmatique en matière de restructuration transfrontalière. Enfin, j'ai tendance à le penser. L'autre aspect du Brexit, j'y avais fait allusion, c'est la fin du passeport judiciaire européen, c'est-à-dire la fin de l'application automatique des décisions anglaises dans l'espace européen. Alors ça concerne peut-être davantage le contentieux, mais ça concerne aussi pas mal d'activités, c'est-à-dire et par exemple notamment les activités financières. Est-ce qu'il y aura beaucoup de délocalisation des activités financières, c'est-à-dire du passage de l'Angleterre au continent? Vous savez que en matière de financière et de produits dérivés, il y a aujourd'hui un contrat classique qu'on appelle ISDA, qui est en droit français et qui est soumis au droit français.
et qu'il s'agit de développer. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont liés effectivement au Brexit et à la façon, au fond, dont l'activité éventuellement va bouger de l'Angleterre vers le continent. Encore une fois, j'ai dit que c'était un travail du temps moyen ou du temps long parce que je pense pas qu'on aura des vraies révolutions, mais tout au moins en matière financière, il y a eu déjà des déplacements, chacun le sait. Je suis incapable de dire si dans 15 ans, mes successeurs trouveront que les choses ont beaucoup changé. Je souhaite en tout cas vivement que la place de Paris trouve sa vraie place effectivement au sein des contentieux internationaux, qui soient en matière de procédure collective ou qui soient en matière de contentieux classiques. Je peux pas faire d'autres commentaires parce que il faudra voir comment l'Angleterre arrivera à gérer son indépendance retrouvée. En tout cas, si je veux reprendre les arguments anglais qui ont conduit à cette séparation. Voilà. Mais je suis content que finalement dans ce cadre-là, on ait pu avoir et trouver assez rapidement la reconnaissance par le juge anglais des textes français. Ça, c'est une excellente chose, je pense. Effectivement, il nous Voilà. faudra maintenant des outils, peut-être un outil Ouais. européen pour faire la reconnaissance dans le sens inverse des procédures Ouais. anglaises, avec des mécanismes Absolument. uniformes. Très formidable. Ouais, Encore c'est faire. c'est sujet, c'est intéressant parce que c'est vraiment, on découvre en marchant en fait dans ce domaine-là. On est en terre inconnue et l'expérience n'a jamais été faite. Je dirais, s'agissant du Covid, l'expérience n'avait pas été faite non plus. Donc on est tout à fait en marche dans l'inconnu depuis un certain temps. Voilà. Étonnamment, nous n'avons pas de questions dans le chat de cette réunion. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Mais c'est pas très grave non plus parce que nous arrivons au terme de l'heure que nous avions prévue. À moins que Julie ou que Mylène aient une nouvelle question à poser, ce qui ne semble pas être le cas. Alors, moi, Donc j'aurais il me reste à peut-être vous remercier. Je vois que l'heure est Pardon passée, donc l'heure est passée. Non, c'est donc oui. Non, moi, je voudrais dire un mot de la suite de tout ça. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même une réflexion, c'est que, au fond, la crise a aussi révélé la faiblesse des fonds propres des entreprises. Et que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et qu'il s'agit de renforcer la solidité de notre tissu économique. Alors, bien évidemment, on va parler, et ce sera probablement votre sujet à vous, de restructuration et de consolidation. Mais il y a aussi, au sein des entreprises, il y a un autre moyen, c'est de renforcer les fonds propres. Et de ce point de vue-là, j'ai eu l'occasion déjà une fois de le dire, je pense que il faut que chacun comprenne qu'il est nécessaire que le tissu économique se renforce et donc concrètement que les entreprises gagnent de l'argent. C'est ça qui fera qu'elles seront plus solides et que 3 mois de perte d'activité ne signifie pas forcément une menace sur leur existence. Voilà, juste je voulais dire ça parce que ça me paraît aussi un élément important une leçon importante de la crise. Tout à fait. Voilà. La nécessité Merci. d'accompagner, de renforcer les la fonds parole, Stéphane. sujet, mais qui est d'actualité en ce moment avec l'ensemble de la dynamique qui est mise en œuvre par le ministère des Finances au travers de la BPI pour accompagner les fonds propres des entreprises, parce qu'effectivement, le redressement contribuera à traiter la dette court terme, mais c'est pas ce qui garantira le rebond des entreprises qui pourraient en avoir la capacité. Exactement. Il faut dire que les entreprises doivent être, encore une fois, c'est pas le problème des entreprises riches, c'est le problème des entreprises solides. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a un changement de mentalité probablement à cet égard à adopter. Voilà. Voilà le thème
voilà le thème d'un très prochain entretien, Président. Ouais. Ça a été un véritable plaisir et au nom de PMA, je vous remercie vraiment de vous être prêté au jeu. Je sais que vous avez un agenda plus que rempli. Donc, merci de cette heure que vous avez Merci à vous. consacrée. C'était un véritable plaisir de vous avoir. Merci infiniment. J'étais très heureux de participer et je remercie les personnes qui sont dévouées pour les questions. Je veux dire. C'était très, très aimable de votre part aussi. À bientôt. Merci, Président. À très bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir. Au revoir. On va avoir des gens qui vont venir de domaines différents, on va avoir des avocats, on va avoir des spécialistes de la restructuration, on va avoir des financiers, et tous ces gens-là sont en train de construire quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Avec cette association internationale qui crée le Chapter France, on va pouvoir échanger entre professionnels du restructuring et puis on va pouvoir partager des bonnes pratiques. On est vraiment dans une association qui comble un besoin. Je pense qu'on aura du succès, donc on va voir ça dans les jours et mois qui viennent. Et on espère que tout le monde va suivre le mouvement et notamment tous les professionnels du secteur pour faire de cette association une réussite.